Oui. Alors, après réfléchir, créer. L'une des particularités de l'espace de recueillement de l'Institut Paoli-Calmettes est d'avoir placé une œuvre d'art en son cœur, un mètre cube de l'infini, fixé en son épicentre, au cœur des 5 alcôves allouées aux grandes religions ou convictions. Dans ce lieu, l'art n'est pas seulement sur les murs, il est véritablement au centre de l'espace et on l'a vu, il est même dans la conception de l'espace. Il fait partie de l'aménagement. Et il y a, et puis pour ce fameux cube au milieu, on a vu dans les images ce matin, je n'ai pas vu comment Michelangelo réagissait, mais vous avez vu que ce mètre cube peut aussi servir à poser des choses, ce qui doit faire frémir peut-être des conservateurs ou je ne sais pas, des spécialistes du monde de la culture. Donc il est là, bien dans l'épicentre de cet espace. Pour réfléchir à la place que tient l'art dans cet espace et dans d'autres, offerts comme des sortes d'oasis au cœur de l'hôpital, nous accueillons donc 2 historiennes d'art. D'abord, alors Inge Linder-Gaillard, je me tourne vers vous. Vous êtes à la fois américaine et allemande, et vous êtes française, et aussi la plus marseillaise des intervenants. Enfin, au moins depuis 3 ans, donc, puisque vous êtes directrice des Beaux-Arts de Marseille, une école qui forme chaque année environ 400 jeunes artistes et dont vous nous direz s'ils s'intéressent ou non et comment à la santé et au sacré. C'est ce regard de formatrice que vous allez nous apporter, mais aussi celui que vous avez aiguisé avec votre thèse de doctorat sur la manière dont l'art contemporain s'est mis au service des lieux de culte ces dernières années en France. Donc c'est des travaux, non, je ne vais pas dire anciens, d'il y a quelques années, mais qui en tout cas vous avez amené à venir explorer ce lieu de recueillement. Et Isabelle Saint-Martin, donc vous étiez déjà là ce matin, vous êtes donc toujours historienne d'art et directrice à l'école pratique des hautes études, spécialiste de l'art religieux à l'époque contemporaine. Et donc vous allez peut-être commencer par là, donc nous parler de cette étude, vous l'avez brièvement cité tout à l'heure, d'une étude sur ces espaces aux frontières de l'art, du sacré et de la santé, donc de l'architecture en milieu hospitalier que vous aviez, c'était un numéro spécial d'une revue ou même un ouvrage carrément. Un petit ouvrage carrément. Voilà. Et voilà. Ah oui, d'accord, important à noter. Donc, alors, en plus, comme la question a été un petit peu débattue à l'instant, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a d'autres lieux de recueillement interconfessionnels et même interconvictionnels dans les hôpitaux en France? Est-ce que c'est au-delà de l'Institut Paoli-Calmettes? Est-ce qu'il y a une tendance à créer, ouvrir, aménager des espaces de ce type avec une dimension, en incluant la dimension artistique? Alors, est-ce que ce lieu de recueillement, en gros, est une exception ou est-ce qu'il a des particularités, mais qu'il est, est-ce qu'il est le seul dans son genre, quoi? Double question. D'abord, merci de m'avoir réinvité à parler. Les organisateurs sont coupables de ce bis. Et comme je n'ai pas tellement l'habitude de répartir comme ça ma parole entre les deux, ce n'est pas très facile parce qu'on a commencé à dire des choses. Et en plus, les questions se croisent, hein, comme vous l'avez vu depuis ce matin. Il est évident que créer suppose d'avoir aussi un peu réfléchi et d'accueillir, et voilà, tout est relié, et on a séparé les choses pour pouvoir les distinguer. Alors, la question sur ces espaces complexes, en fait, hein, ces espaces pensés, conçus, évidemment, celui qui est ici, il est singulier, ça va sans dire, parce que c'est une œuvre d'art, comme on l'a très bien expliqué. C'est pas juste le mètre cube d'infini, comme si c'était injuste qu'il ne soit pas déjà ça, quelque chose de très important, mais ça, c'est une œuvre, Michelangelo Pistoletto l'a dit, qui date de 1966, qui a une existence dans des musées, qui a une existence dans d'autres lieux, et qui, là, a pris une existence et un sens spécifique parce que le lieu a été créé et conçu. Et donc, évidemment, je voulais parler, mais je l'avais gardé pour la table ronde créée, de l'éclairage zénital, qui suppose que la lumière vient du dessus, qui suppose
aussi qu'on a une conception de la lumière, de l'éclairage, d'un espace sans fenêtre, qui n'est pas une salle ordinaire. Et une des manières de faire exister ce lieu, c'est aussi de l'avoir spécifié, distingué, de lui avoir donné des caractéristiques et un grand nombre de caractéristiques sensorielles qu'on va percevoir par le corps, parce que le mètre cube, c'est aussi une hauteur et une largeur qui correspondent peu ou prou à ce que le corps humain peut facilement appréhender et qu'on va trouver au centre. Et donc il y a tout un ensemble de perceptions qu'on n'analyse pas forcément, mais qui font qu'en entrant dans cet espace, on entre dans un lieu autre. Alors, je ne sais plus comment est le couloir, mais il doit certainement être amélioré. Mais déjà, il y a un effet de seuil et de franchissement pour rentrer dans un univers de perception, de son, de couleur, d'odeur, de chaleur, qui n'est pas exactement identique au reste de l'espace. Et ça s'appréhende, et le corps le ressent, et il entre ailleurs. Et puis ensuite, cet ailleurs, il est spécifié de manière étrange, avec ses claustras, avec ses petits bancs dont on a parlé. Et en fait, je ne réponds pas tout à fait à votre question, hein, mais je vais finir par y arriver. Décrivons celui-ci, et puis après, vous nous direz voilà. Non, mais parce que, qui est différent ici des autres que vous avez vus. J'avais besoin d'essayer de dire en quoi celui-ci était singulier. Et je ne vais pas aller plus loin, je réserve la suite pour d'autres questions. Donc, il y a tout un aménagement qu'on pourra encore redétailler. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit la seule création qui existe de ce genre, mais elle est évidemment singulière et artistique. Cette question de la création d'espaces de rencontres. Là aussi, on pourrait s'interroger sur le type. Oui, c'était ma question d'après, mais gardez-la. Comment est-ce qu'il faut appeler ces lieux ? Bon, je ne réponds pas alors à ça, je la garde pour après. Donc, j'essaye de terminer la réponse. Alors, la question, elle s'est évidemment posée dans d'autres lieux. Hein. Elle n'est pas spécifique à Marseille, elle n'est pas spécifique à l'Institut Paoli Calmette, même si, et je crois qu'on l'a très bien compris ce matin dans ce qui a été dit, entre autres par le directeur de la PHM, le cas d'un hôpital dédié au cancer crée là aussi un contexte spécifique. Et je crois qu'il faut vraiment y être attentif. Ces lieux ne prennent vie, n'existent qu'en situation, dans un cas particulier. Et donc, je ne suis pas convaincue qu'un modèle, un kit de l'espace interreligieux puisse être reproduit à l'infini. Ça va marcher, entre guillemets, quelque part, parce que ça répond à une attente, parce que ça répond à un projet pensé par une équipe qui y attache une importance certaine et qui y a passé du temps, et parce qu'il y a des endroits où ça correspond, où ça s'impose, et d'autres où ce n'est pas praticable, où c'est pratiqué, mais c'est décevant, et ça doit être fermé, comme ça a été exposé. Donc, il y a d'autres lieux où c'est réfléchi. Je peux dire les choses, je ne peux pas vous dire exactement combien, parce que il y en a eu plusieurs, ça progresse, il y en a qui peuvent fermer, l'exemple de Bichat a été donné, et puis il y a beaucoup d'espaces où les choses sont bricolées. Quand je dis bricolées, c'est pas péjoratif, c'est un constat, c'est-à-dire qu'on fait avec les moyens du bord et on voit ce qui fonctionne et ce qui est adapté à la demande des usagers, des patients, des soignants et des contraintes matérielles, financières, malgré tout, même si ça suppose peut-être une volonté du lieu. Et donc, il y a quelques grands exemples qui sont recensés, connus, peut-être une quinzaine, une vingtaine, et puis il y a certainement plein d'endroits où il se passe des choses, et parfois il se passe peut-être des rencontres spirituelles ou des échanges ou des mises à disposition beaucoup plus souples dans des lieux même pas pensés et même pas adaptés. J'ai des exemples là-dessus, et parfois des lieux un peu pensés et conçus vont pas vraiment porter leurs fruits. Alors, pour dire les choses, pardon, parce que j'essaie quand même de répondre à votre question, mais je crois qu'après le déjeuner et sans café, je suis un peu moins claire. Pardon. Alors, il y a quand même deux grands modèles. Il va y avoir les endroits où on a eu envie d'éliminer toute référence religieuse pour créer un espace qui soit ouvert à tous et qui donc soit marqué par rien. Et qui soit totalement neutre, le plus accueillant possible. On peut penser, par exemple, à certaines salles d'aéroport ou à certains espaces dans des lieux de grande circulation, et dans certains lieux hospitaliers, ça a été aussi repris comme ça,
J'ai aussi des exemples, pas forcément uniquement en France, bien entendu, hein, la question se pose dans d'autres endroits, donc qui peuvent être très réussis, qui peuvent aussi être la mise en scène d'un grand vide, parce que se réunir en répondant à aucune attente n'est pas la garantie de pouvoir satisfaire un besoin quelconque. Donc il faut se méfier parfois de... Ils s'appellent comment ces lieux-là alors ? Eh bien, ils s'appellent lieux de méditation, lieux de spiritualité. Ils ne se veulent pas intercultuels, ils ne se veulent pas omnicultes, ils ne se veulent pas interreligieux. Ils sont vraiment ouverts à tout temps de méditation. Alors parfois, là aussi c'est très difficile de généraliser et je ne veux pas être dans la caricature, mais parfois ça peut ressembler à des espaces de spa, de luxe, avec du bambou, des petites pierres, un filet d'eau et une musique douce. Alors je suis volontairement un peu caricaturale, mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser quand on essaye de faire un lieu qui soit ouvert à tout et spécifié par rien. Dans d'autres cas, on essaye de spécifier, c'est-à-dire de plutôt donner place aux différents signes religieux. Alors ça peut être des espaces qui soient aménagés de façon successive. Je pense à un exemple où il y a par exemple un paravent, un rideau qui va masquer une certaine partie selon les célébrations ou les moments de culte, qui va pouvoir glisser, qui va pouvoir permettre une appropriation complète du lieu par telle ou telle communauté ou sans marquage selon les moments. Donc c'est disons des gestions différenciées de l'espace. Il y a des gestions simultanées qui vont être dans la juxtaposition, chacun a son petit coin, hein, et donc se pose la question qui n'est pas justement, à laquelle répondait ici la question du pétale, comme je le disais, et d'avoir quand même aménagé un lien possible et donc une forme de coexistence tout au moins, qui ne signifie pas de faire concrètement de l'écuménisme, mais je préfère réserver le terme écuménique à la rencontre catholique, protestant, orthodoxe, enfin, dans un espace, voilà, disons, distinguer écuménisme, interreligieux, interconfessionnel, ça pose déjà beaucoup de questions et les rencontres ne sont pas si simples. Donc il y a des juxtapositions, il y a des manières de faire en ouvrant aussi la place à l'absence de dénomination et donc en ouvrant à cette pluriconviction qui est le choix qui a été fait ici, où par exemple pour l'espace de Bretonneau qu'on citait ce matin, Pierre Buraglio avait dessiné des cadres vides. C'est une pratique qui relève de sa pratique artistique, mais qui là, dans cet espace-là, prenait un caractère spécifique parce que ces cadres pouvaient être investis par différentes spiritualités ou convictions. Donc il y a vraiment autant de cas de figure que de réalisations, avec parfois des symboles qui reviennent. Je pense à l'arbre de la paix, à l'olivier, à la colombe. Il y a des éléments qui peuvent se retrouver et qui seront plus ou moins bien mis en valeur selon la valeur artistique du lieu. En tout cas, il faut bien distinguer ça de ce qui est un autre exemple qui a été proposé, d'installer une œuvre d'art. Ce n'est pas la même chose, même si ça peut être très intéressant et très bien d'installer une œuvre d'art, que de faire exister un lieu, que de le créer et l'aménager. Pardon, je suis déjà trop... Non, mais vous avez raison. Et c'est pour ça que vous m'aviez dit que même dans certains cas, vous appeliez certains lieux des lieux-œuvres. Oui, ben là, c'est un exemple. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Une œuvre en soi. Voilà. D'accord. Inge Linder-Gaillard, donc j'ai dit tout à l'heure que vous étiez venue étudier le lieu de recueillement de l'Institut Paoli-Calmettes peu après son inauguration, en fait. Par quoi, donc toujours comme historienne d'art, par quoi est-ce que vous aviez été intéressée ou même frappée Est-ce que c'était un type de lieu que vous connaissiez déjà, que vous aviez déjà rencontré, et qu'est-ce qui vous avait frappé vraiment dans ce... Oui et non, parce que c'est un lieu totalement singulier. Et puis moi aussi, je souhaite remercier tout le monde, les organisateurs. Je suis ravie d'être là, ravie de rencontrer enfin. Et nous, ravis de vous accueillir. Michelangelo Pistoletto et vous toutes et tous, parce qu'effectivement, c'est un domaine qui m'intéresse énormément et il n'y en a pas beaucoup de place pour parler de ce genre de création. Donc, même s'il y en a de plus en plus, et ça, on peut saluer et on peut en parler. Mais oui, je suis venue il y a 20 ans parce que j'avais clos une thèse de doctorat, effectivement, mais plutôt sur les lieux qui étaient catholiques, mais où l'art contemporain avait été commandé pour les lieux existants, parfois très anciens, parfois contemporains, et l'Église même contemporaine, après Vatican II jusqu'à l'an 2000 à peu près. Donc j'ai découvert ce lieu juste après.
je suis venue exprès à Marseille pour venir à l'Institut Paris-Calmette et le visiter. J'ai pu être accueillie par l'aumônière, j'ai pu rencontrer Sylvia Maire, donc c'était vraiment très chouette. J'ai envoyé mon petit article à M. Pistoletto et puis aussi à Sylvie à l'époque. Et c'était publié en Angleterre et j'ai pu en parler dans un colloque qui était à Saint-Pétersbourg, en Russie à l'époque. Donc, mais il y a effectivement 20 ans. Et ce qui m'a frappé en le visitant à nouveau, c'était une chose, c'était que j'avais absolument pas pris en compte à l'époque et j'avais même pas pensé à ça. C'était le fait que non seulement les patients allaient venir se recueillir dans ce lieu, mais les aides-soignants et les personnes qui travaillent à l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose que vous avez souligné quand on a visité récemment. Ça m'a beaucoup frappé et ça me semblait comme une telle évidence de pourquoi à l'époque on n'avait pas évoqué cette question. Peut-être parce qu'on ne savait pas que finalement ça allait servir aussi cette communauté, à quel point c'est important. C'est quotidien. Tout à l'heure, c'est le directeur qui a dit que c'était une surprise pour lui que le lieu soit fréquenté aussi par les soignants. Et donc ça, c'est une chose. Et puis le fait aussi que finalement, les personnes des différentes confessions se circulent et ils se mettent dans les avioles qui sont entre guillemets pas les leurs. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant aussi. C'est-à-dire que ce partage va au-delà aussi de rester chez soi, si j'ose dire. Pour moi, c'est aussi extrêmement marseillais et c'est quelque chose que j'adore dans cette ville. Et on l'a évoqué sans le dire, il me semble, mais c'est aussi une grotte. Je pense qu'on est dans une grotte quand on va dans ce lieu. Donc, un peu de protection depuis les temps préhistoriques, etc., depuis le début de l'être humain, peut-être. Donc, et il y a quelque chose de très horizontal dans ce lieu aussi. Et même s'il y a ce puits de lumière, il y a quelque chose comme ça, Cynthia Fleury parlait d'enveloppes, des enveloppes, des protections, etc. Mais cette idée de la grotte, c'est évoquer la caverne et évoquer dans votre écriteau quand on entre. Et puis un peu cette idée peut-être même du feu sacré qui est au centre. Et cette mètre cube qui est aussi un hôtel. C'est un hôtel sur lequel on peut... l'hôtel, en sens mobilier liturgique aussi, peut être interprété comme la table de partage, entre autres. C'est aussi lieu de sacrifice pour d'autres, selon les interprétations. Mais la question du partage, sur lequel on pose des choses, où on partage des choses, parce que les personnes qui viennent, ils sont libres aussi de s'en emparer, ils peuvent le toucher, ils peuvent tourner autour. Cette question de circuler dans l'espace, c'est-à-dire que c'est une expérience, toute expérience liturgique est une performance d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est un acte incarné, comme disait Isabelle, ce n'est pas qu'un acte mental, même si ça reste quelque chose parfois silencieux ou intériorisé, ou pas exprimé à la voix haute. Parfois, les personnes se mettent au sol, par terre, accroupis, debout, ils circulent. Peut-être qu'ils partagent, ils chantent, ils discutent, plein de choses. Peut-être une bougie, etc. Enfin, plein de choses se passent. C'est-à-dire les choses se passent et c'est incarné. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Quand on parle de cet espace-temps, c'est quelque chose qui se déroule, qui se passe. Et ça, comme expérience spirituelle ou de sacré, je pense que ça, c'est très important à prendre en compte aussi. Voilà. Donc, et le fait d'avoir... on intervient plutôt en fin de journée, donc il y a plein de choses qui ont été dites qui me donnent envie de réagir aussi. Et l'une que je ne veux vraiment ne pas rater à pouvoir le dire, c'est... Dans cette typologie de commandes, je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment essentielles. C'est le fait de faire confiance aux artistes. Dominique le disait dans le sens où avoir l'audace de laisser faire. Et ça veut dire faire confiance aux artistes. Et aussi, c'est évoqué qu'on a un mépris pour les architectes. Je pense, de manière générale, dans nos sociétés occidentales, en tout cas, on a un mépris général pour les artistes également, sauf quand ils arrivent un peu au sommet de leur carrière et ils sont vraiment consacrés comme des grands artistes. Michelangelo
Misteletto en fait partie parce qu'il est mondialement connu et il est respecté à l'échelle internationale sur l'ensemble des continents, me semble-t-il. Mais avant d'arriver à ce stade, on a plutôt un mépris pour les artistes, et notamment les plus jeunes, qui essaient justement de pouvoir partager leur travail, vivre de leur travail et pouvoir être en lien avec la société. Donc ça, c'est à mon avis, vraiment très important. Et ben, c'était justement de ça... Il y a des gens touchés dans la salle. De ça, ce point sur lequel je voulais vous questionner, comment est-ce que vous faites partager cette passion qui vous anime à propos de ce lieu et des questions qu'il soulève? En fait, est-ce que vos étudiants, vos jeunes étudiants artistes, est-ce qu'ils le connaissent, ce lieu? Ou est-ce qu'ils ont d'autres occasions? Est-ce que vous leur offrez d'autres occasions de s'intéresser aux questions qui sont posées comme ça par ce lien entre santé et art, et entre sacré et art? C'est assez intéressant parce que ça vient quand même... Je pense que ce sont des questions qui étaient relativement taboues dans les écoles d'art, et ça aussi au niveau international, en tout cas dans l'Occident pendant longtemps. Au XXe siècle, il y a une idée qui est fausse, que les questions du spirituel, du sacré, de la religion étaient bannies. On est en train de un peu réécrire l'histoire de l'art aujourd'hui en prenant en compte en fait les très grands intérêts que de grand nombre d'artistes ont eu pour ces questions. À différentes échelles, à différents endroits. Parfois des religions très monothéistes et très institutionnalisées, jusqu'aux croyances dites alternatives ou les choses qui sont peut-être peu connues de grand nombre de personnes, mais on peut penser à la sorcellerie, on peut penser au chamanisme, on peut penser à la théosophie, plein de choses de cet ordre. Donc ça rentre un peu de plein de côtés. Mais je pense que depuis relativement peu de temps, depuis peut-être une dernière vingtaine d'années, depuis le changement de millénaire en fait, il y a eu une sorte de ressurgissement et une place permis maintenant pour parler de ces choses-là, comme si un tabou avait été levé, ce qui me semble très sain, de pouvoir à la fois... on mettait un peu dans un ghetto l'idée de l'art-thérapie pendant longtemps, et maintenant, dans les écoles, on va plutôt se questionner les questions du soin, justement. Donc, la question du soin revient par le biais de l'art. Ce n'est pas faire de l'art-thérapie, mais c'est la question du soin qui fait partie peut-être un système artistique, si j'ose dire ça comme ça. Donc, les questions de soin peut-être d'un côté, les questions du sacré peut-être d'un côté. Les voir mises ensemble, je ne sais pas si on est encore dans les écoles. C'est assez intéressant parce que dans l'école même où je suis, il y a un atelier de recherche et de création qui a commencé l'année dernière, justement, qui s'appelle Le Moindre Geste, où les étudiants et les étudiantes et les professeurs, que ce soit du côté de l'art ou du côté du design, travaillent ensemble. Par ailleurs, Cynthia Fleury a été invitée l'année dernière pour réfléchir ces questions autour du soin et des espaces et éventuellement des œuvres qui peuvent se mettre dedans. Et la question de la transformation, qu'est-ce qui peut se transformer et qui peut se transformer en prenant ces questions en compte. Et puis de l'autre côté, on est très impliqué dans les programmes, divers programmes Erasmus, c'est-à-dire à l'échelle internationale. On débute aussi un nouveau programme dit mobilité hybride, qui sont des programmes de 3 ans où on travaille avec 2 autres écoles ailleurs en Europe pour une thématique qui est choisie ensemble pour les explorer. Et là, on a débuté un programme cet automne cet hiver avec l'Académie royale de La Haye et l'École des Beaux-Arts à Athènes, en Grèce, donc Pays-Bas et la Grèce, autour des questions du sacré. Donc c'est très ouvert et on ne sait pas où ça va nous amener, mais les étudiants s'y intéressent, nos collègues s'y intéressent, et on s'autorise à s'y intéresser dans une école laïque. Et donc ça c'est peut-être l'effet Marseille aussi, mais dans tous les cas, moi je suis ravie d'essayer d'accompagner ces initiatives où il faut vraiment laisser libre. Il faut laisser libre à la fois les étudiants et étudiantes et les professeurs. Il faut leur faire confiance sur ces terrains. Bon, ben c'est plein d'espoir alors pour les futurs lieux de recueillement à l'hôpital.
Isabelle Saint-Martin, donc il y a toujours effectivement cette question que Inge a abordée aussi, qui est comment est-ce qu'on choisit une œuvre d'art et un artiste pour un lieu de recueillement à l'hôpital. Tout à l'heure, Michelangelo Pistoletto disait mais pourquoi ils ont pensé à moi? Donc comment est-ce que ça se passe, ça, cette rencontre entre un projet et un artiste? Est-ce qu'il faut que l'artiste ait déjà créé des choses à ce sujet? Est-ce qu'il faut qu'il soit connu dans un registre, je ne sais pas, du sacré ou de la santé? Qu'il soit connu, ça aide, on ne va pas se mentir. Hein. Et je crois que ça, Inge l'a très bien dit, il y a une confiance qui est plus facile quand on a affaire à un artiste reconnu. Qu'il se soit impliqué sur des questions, disons, à portée conceptuelle, métaphysique, comme c'était le cas de Michelangelo Pistoletto, c'est évident que ça a joué aussi dans le choix. Après, il y a ce fameux programme des nouveaux commanditaires qui était une opportunité pour cette réalisation. C'est évidemment pas possible partout. On l'a très bien dit ce matin, hein, tout espace hospitalier ne peut pas forcément se permettre, ne peut pas forcément dégager le mécénat, les moyens, et donc fait avec les moyens qui lui sont accordés, et n'a pas nécessairement non plus les mêmes besoins. Et ça, ça fait que ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire et qui doit nécessairement être repris. Je voudrais quand même revenir sur le moment où l'artiste s'abstient, parce que je trouve que c'est aussi intéressant. Il y a une intervention de l'artiste et il y a un moment où l'artiste dit ça, je ne veux pas le faire, je ne veux pas le dessiner. Et en l'occurrence, Michelangelo Pistoletto a refusé de dessiner les signes qui sont dans les différentes alvéoles. Il a demandé effectivement à chaque communauté de donner son propre signe. Il aurait pu, parce que combien d'artistes dessinent ou font on parle d'art contemporain, on peut penser au crucifix ou au Christ qui a été le plus célèbre et suscitant le plus de scandales, récemment exposé l'année dernière à Beaubourg de Germaine Richier, qui est à l'église emblématique de l'art sacré du XXe siècle à Notre-Dame de Toute-Grâce du plateau d'Assy. Voilà une commande pour une église faite à un artiste. Prenons un autre exemple que vous avez peut-être tous en tête, tout simplement une croix. La croix de Marc Couturier, qu'on a tous vu sur les photos de l'incendie de Notre-Dame, qui surgit. Alors on peut se dire c'était une simple croix dorée. Pas du tout. Elle a été conçue, dessinée de manière particulière, un petit peu légèrement soufflée, avec les bords amincis. Elle est tout à fait spécifique. Elle est conçue par un artiste pour une commande, ici pour une commande ecclésiale. Donc il aurait très bien pu, il y a des quantités d'occurrences où l'artiste dessine des signes. Et il n'a pas voulu le faire, et il réagira si je me trompe dans mes commentaires, en laissant justement aux communautés le soin de s'approprier l'espace, de s'entendre, parce que on l'a dit aussi, ces espaces ont 4 ou 5 où il faudrait que ce soit infini pour que chacun s'y retrouve véritablement. Donc il y a forcément un consensus à créer, il y a forcément un débat à faire au sein de ceux qui sont supposés se reconnaître plus ou moins dans telle ou telle alvéole pour s'accorder sur un signe. Alors en l'occurrence, je crois que c'est Marseille Espérance qui avait été, l'association Marseille Espérance, qui avait été en charge avec les responsables d'aumônerie de désigner quelque chose qui soit signifiant. Et en quoi c'est important le signe? Parce que signer, c'est à la fois s'approprier, marquer l'espace, donc marquer un espace certes modeste, hein, une petite alvéole, et je l'ai dit aussi, poreux, ouvert sur l'autre, c'est aussi articuler, signifier, c'est-à-dire c'est relier la petite prière individuelle, le temps de méditation, aussi informel soit-il, le temps de recueillement ou simplement le fait de s'asseoir devant l'espace, c'est relier ce moment personnel par le biais du signe à une communauté plus large, à une communauté à la fois horizontale dans l'espace aujourd'hui et dans le temps
avec des signes qui ont une histoire, qui sont partagés, qui rentrent dans une mémoire collective, pour reprendre par exemple l'expression de Daniel Hervieux-Léger dans La religion pour mémoire, qui donc inscrit dans une lignée croyante. Et donc c'est pas n'importe quoi ces signes, et c'est important qu'ils soient signifiants pour ceux qui vont s'asseoir devant, ceux qui les reconnaissent. Et pour autant, il fallait bien faire des choix. Alors, je reprends la remarque tout à fait stimulante qui a été faite ce matin pour l'espace chrétien. Pourquoi pour l'espace chrétien cet exemple-là? Eh bien, déjà, il faut remarquer que pour cet espace chrétien, comme pour les autres, c'est un lieu de méditation. Ce n'est pas une synagogue, plus une mosquée, plus une église, plus un temple, plus une église luthérienne, une église orthodoxe, etc. Ce n'est pas une addition de lieux de culte. C'est un lieu où on vient retrouver quelques éléments qui accordent ou qui n'accordent pas pour l'espace, enfin qui sont plus libres pour l'espace totalement ouvert. Et où il y a ce rattachement minimal à une communauté croyante. Et de ce point de vue-là, par consensus, je n'étais pas au moment du consensus, par consensus, les chrétiens se sont accordés sur ce crucifix qui est en fait une copie du crucifix de San Damiano, celui devant lequel François d'Assise a prié et qui lui aurait répondu « Répare ma maison ». Donc ce n'est pas n'importe quel type de crucifix, c'est un crucifix de type Trecento italien, effectivement qui est encore proche de l'inspiration byzantine, avec un tapis de croix orné, c'est-à-dire qu'autour du crucifix, l'ensemble autour de la croix représente Marie et Jean au pied de la croix. Donc il est situé dans une histoire, il est situé dans une lecture mystique. Il a le mérite de ne pas être directement une icône byzantine, de ne pas être directement le Christ crucifix post-tridentin qu'on trouve le plus fréquemment dans une église catholique, de ne pas être non plus la croix nue qu'auraient préféré certainement des calvinistes, et donc de créer ce minimum de consensus qu'on va attendre au moins de la communauté chrétienne qui vient dans cet espace. Bon, pour l'espace réservé au judaïsme, ça a été une évocation des tables de la loi. Mais moi, je me souviens d'avoir vu l'espace à différents moments. Et à certains moments, il y avait une petite lampe de Hanouka qui avait été posée au moment de Noël, au moment de Noël et Hanouka, parce que ça tombe certaines années exactement aux mêmes dates. Et il ne s'agissait pas d'aller... évidemment, d'abord, on ne met pas de bougie à l'hôpital. Là, quand même, c'est quelque chose, on s'abstient. Il ne s'agissait pas d'aller allumer directement les lampes de Hanouka là, mais de faire vivre l'espace, de le marquer. Comme on a très souvent vu aussi des petites images pieuses déposées sur l'espace chrétien. Et puis, alors pour l'espace de l'islam, ce qui a été très net, c'est les tapis laissés par ceux qui sont venus prier. Ce n'est pas des tapis qui ont été commandés exprès pour l'espace, ce n'est pas des tapis qui ont été choisis, ils ont été laissés. Et donc ces marquages de signes, qui sont plutôt des marquages individuels, encore une fois, qui ne sont pas directement des choses décidées, qui ne sont pas des objets de culte, un Coran a pu y être laissé, eh bien c'est la façon dont ça vit et dont c'est approprié par cette histoire. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'un des intérêts de ce lieu, qui n'est pas justement un espace, qui est vraiment devenu un lieu. Je pense à ce que dit Marc Auger, anthropologue, sur les non-lieux, des lieux de passage qui sont des non-lieux. Ce qui fait qu'ici, ce n'est pas un lieu de passage uniquement, mais c'est vraiment devenu un lieu, c'est que ça articule à la fois l'ouverture et la spécification et le rapport à l'histoire. Ce n'est pas toujours facile. Et on peut très bien comprendre que dans des espaces moins bien conçus, moins bien pensés, ou qui ne correspondent pas aux mêmes demandes, parce qu'on est dans des hôpitaux où l'affrontement à la question existentielle est moins directement frappante et effractante, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, que dans un lieu dédié au cancer, eh bien on peut comprendre que s'il y a déjà un lieu catholique qui fonctionne, un lieu réservé pour l'islam qui fonctionne, il n'y ait pas de besoin de faire un lieu intercommunautaire et que chacun vive bien dans son espace. Et on peut aussi comprendre qu'il y ait des aumôniers catholiques notamment qui considèrent que l'ouverture se fait aux dépens
de ce qui était une pratique majoritaire, bien régulée, et existant déjà, ayant son ancienneté. Tout ça, ça existe. Hein. On a parlé de la guerre des temps, il y a aussi une guerre des espaces à confronter. Et en fait, peut-être que je voudrais faire une dernière remarque, et puis après, qui est en lien avec ça, c'est comment les nommer. Ces lieux, eh bien, il y a beaucoup de propositions, silence et paix. Alors, on a parlé déjà du silence, j'y reviens pas. Méditation. On a tout le temps parlé du lieu de recueillement, mais le titre, et l'aumônier catholique s'était battu pour ça, Madame Belma-Noël, le titre, c'est lieu de recueillement et de prière. Oui, on l'a vu tout à l'heure sur une photo. La prière n'est pas un gros mot. On a le droit de dire aussi que c'est un lieu de prière. Et parce que la prière, elle n'est pas réservée uniquement à une prière orientée pour tel et tel culte et à une prière qui saurait à qui elle est véritablement destinée. Mais c'est recueillement et de prière ici. Merci beaucoup. Oui, Michelangelo Pistoletto, peut-être que vous pouvez nous dire pour quelles raisons vous avez choisi de réserver aux différentes communautés religieuses le choix de leur signe. Est-ce que vous avez été tenté à un moment de poser ce signe dans chacune des alvéoles, ou est-ce que d'emblée vous vous êtes dit non, ce signe il va être choisi par les différentes communautés religieuses? Non, j'ai pas choisi des signes, j'ai donné l'espace aux religions et c'est tout. Je voulais pas rien faire de plus que ça, parce que c'est pas moi. Moi, je n'ai aucune raison pour être impliqué. Je ne veux pas être impliqué dans n'importe quelle des religions. Le fait même de faire un dessin qui répétait quelque chose qui avait déjà créé par une religion, c'était une implication pour moi. Je ne vais pas être impliqué du tout. J'ai offert l'espace. J'ai choisi pour une question aussi sociale et politique les religions les plus connues, les plus importantes. Mais j'ai laissé un espace pour les religions qui n'étaient pas autant importantes, qui n'avaient pas autant d'importance politique, économique, d'influence dans le monde, ou de participation, grande participation, ou bien aussi pour ceux qui ne sont pas religieux, ont le même droit. Peut-être, je ne sais pas s'ils sont la majorité, la minorité, j'en sais rien, moi. Je n'ai pas fait des calculs. Donc, j'ai seulement pensé que le phénomène religieux était le départ de tout ça. C'est Sylvie Amar qui a connu mon... Elle est là aussi? Elle est là? Ah, elle est là. Elle connaissait mon travail. Donc, elle savait, elle était chargée de chercher un artiste qui pouvait avoir une conception relationnée avec la religion, parce que j'avais fait l'art assume la religion, parce que j'ai toujours pensé que l'art ne pouvait pas se dépasser de la religion, mais la religion ne pouvait pas se dépasser de l'art. C'est quelque chose qui naissait ensemble, donc c'est une naissance. C'est la religion comme phénomène de création, le phénomène de la création humaine qui fait que la tête humaine commence à travailler, elle commence à penser, mais alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà, comme je disais ce matin, entre les deux mains, la main artificielle et la main naturelle, et il y a l'inconnu. Donc, mais l'inconnu devient l'élément le plus présent pour l'intelligence humaine. C'est curieux. Elle n'est pas là, mais elle est présente partout. Mais c'est très intéressant aussi le fait que, à travers cette combinaison d'une possibilité de quelque chose qui existe au-delà, on trouve un point de communication qui permet à la société de se créer un point sur lequel on s'entend. C'est pour ça que c'est relié, c'est un point d'entente.
c'est un point d'entente. C'est un point d'entente qui est né par ce phénomène de la création. Et la création humaine, et le premier pas est la religion. Donc, pour l'union des gens. C'est pour ça que je pense que dans ce lieu, j'ai pensé qu'il fallait mettre les religions, tout ce phénomène qui est là depuis toujours, qui est lié à l'art, mais qui est fait par des différences, beaucoup de différences. Des différences, on sait très bien, qui se font la guerre même. Donc, il y a ce phénomène de conflit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un principe commun. C'est pour ça qu'il faut aller en centre. Le mètre cube est au centre comme principe commun qui unifie l'art et jusqu'au début, la création. La création avec comme premier effet la religion. Voilà. Merci beaucoup, Dans ce centre, Michelangelo. autour de ce centre, il y a tout ce qui se passe, qui a évolué jusqu'au présent, autour de ce centre. Et qui se répond, etc. Et qui se réfléchit. Qui est présent. Inge Linder-Gaillard, à ce propos, vraiment en fait, qu'est-ce que permet l'art dans un lieu comme celui-ci? Quel supplément d'âme il apporte dans un lieu comme celui-ci, et en même temps, comment est-ce que les personnes qui vont entrer vont pouvoir s'approprier la dimension artistique? Donc on a entendu ce matin que ce n'était pas forcément évident de tout de suite comprendre, quand on entre, l'intention artistique. Donc pour pousser jusqu'au bout la question de l'appropriation, on a vu ce matin dans les images, dans les photos, que certains posent des objets sur le mètre cube d'infini, que le prêtre peut célébrer la messe sur le mètre cube d'infini, ce qui effectivement n'est pas du tout le cas quand le mètre cube d'infini est dans un musée. Donc, en fait, voilà, comment est-ce qu'on peut, un artiste peut penser une œuvre d'art qui va évidemment, comme l'explique Michelangelo Pistoletto, participer à la réception de ce lieu, et en même temps comment les personnes, elles qui le fréquentent, peuvent bénéficier, recevoir et s'approprier ces œuvres d'art qui ont été pensées par l'artiste. Bon, c'est une question multi, donc je ne sais pas si je vais commencer à répondre dans le bon ordre, mais il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. C'est que il y a parmi je ne sais plus qui l'a dit, mais c'était soit un directeur de musée ou une directrice de musée ou un professionnel de l'art renommé qui a dit ça publiquement, mais je ne sais plus qui disait « Moi-même, je ne sais pas si je comprends l'art aujourd'hui, mais je le fréquente. » Et ça m'emporte de le fréquenter. C'est-à-dire que l'art est un langage. L'art est un langage. Chaque artiste développe son propre vocabulaire et le déploie à travers ses œuvres et son œuvre. Donc ça, c'est une chose. Et il faut accepter, comme l'écriture, comme n'importe quelle forme de création, l'art est un langage. Donc il faut accepter aussi de essayer d'apprendre une nouvelle langue quand on fréquente l'art. Et essayer, donc ça se fait avec du temps, ça se fait en fréquentant l'art. Et les œuvres les plus impactantes, les plus qui nous donnent plus à réfléchir, parce que l'art, c'est pour nous faire poser des bonnes questions, pas pour nous faire avoir des réponses, mais pour identifier les bonnes questions. Pour arriver à cela, c'est ça les œuvres qui sont les plus fortes, ce sont des œuvres qui nous permettent de poser des questions. Donc ça vient avec du temps. Et donc il faut pouvoir se permettre, et il faut même s'imposer du temps pour venir à l'art et passer du temps avec des œuvres pour qu'elles nous parlent.
C'est-à-dire aussi, il faut s'ouvrir à ce qu'ils nous disent des choses qu'on ne veut pas forcément entendre ou voir. Mais ça, c'est les œuvres où on a le plus à gagner et on a le plus à apprendre. Parce que moi, je suis persuadée, l'art, ça peut être une émotion, ça peut être des choses de l'ordre de sensible, mais cette question de réfléchir qui a été posée tout à l'heure, l'art nous fait réfléchir aussi. Et c'est ça sa force. Ça nous fait penser le monde autrement. L'art, je pense, quand vraiment une œuvre, et si j'ose dire, même je le dis avec beaucoup de pincettes, quand une œuvre est réussite. Parce que ça aussi, c'est très difficile de savoir, ça veut dire quoi, une œuvre qui est réussite. Mais c'est l'œuvre qui permet justement aux différents publics, différentes personnes de s'en emparer. Et une œuvre s'expérimente. Une œuvre n'est jamais figée, ça s'est dit tout à l'heure. M. Pistellotto l'a dit très bien que chaque instant, on vit, on meurt, on vit, on meurt, on vit, on meurt. Le présent instant, ça aussi, c'est l'expérience de l'art. C'est de vivre avec une œuvre qui va jamais d'un instant à l'autre nous paraître comme la même chose. Que ce soit une œuvre dite figée ou une œuvre qui, un film, etc., la musique qui s'expérimente dans la durée, une œuvre comme ce lieu, c'est un lieu-œuvre qui s'expérimente. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est aussi... Alors, là aussi, il y a deux mots à lesquels je suis très sensible qui ont été prononcés aujourd'hui et que j'ai lus dans les écrits de Cynthia Fleury. C'est la question de la vulnérabilité et la question du courage. On n'a pas trop évoqué le mot du courage, un petit peu aujourd'hui, mais c'est question d'avoir du courage. C'est vrai que vous m'avez dit que ce lieu de recueillement, c'était une histoire de courage et une histoire marseillaise. Oui, dans quel sens? Avoir l'audace, du courage de laisser faire des choses et d'accompagner les choses. Et cette question de courage, je pense que c'est très important. Voilà. Et puis, alors peut-être qu'il faut passer la parole, mais je pense que le dernier peut-être élément que je voudrais, c'était évoqué, mais peut-être de le redire, il y a une sorte de relation triangulaire extrêmement important dans ce type de commande où on a à la fois les commanditaires, il y a l'artiste, mais il faut aussi des personnes qui savent faire, qui accompagnent. C'est à la force de Sylvie Amar à l'époque et son travail, son bureau, c'était de savoir accompagner. Et il y a un truc comme ça. Il faut ces trois éléments pour que les choses fonctionnent. Il faut du désir, il faut un désir et un courage de passer commande. Il faut une confiance aux artistes et il faut des compétences. Il faut des compétences, des personnes qui savent faire. Et ça veut dire accepter aussi que non seulement des artistes, il faut faire confiance aux artistes, mais il y a des personnes qui travaillent dans ce domaine, on rebute un peu ce mot expert, mais qui ont des compétences pour accompagner. Merci beaucoup. Dominique Marinaki, oui. Oui, je voudrais réagir sur quelques points. Oui. D'abord, dire, est-ce que c'est si extraordinaire ce qui s'est passé? Franchement, ça n'a rien d'extraordinaire. Vous dites oui, mais c'est un contexte particulier, etc. Bon, ce contexte, il existe dans tous les hôpitaux. La vraie question, c'est pas une question de courage, c'est de volonté. Est-ce qu'on a envie d'offrir un tout petit peu de territoire à l'humain? Oui, tout à l'heure, vous avez dit que c'était un geste politique. À l'intérieur de l'hôpital. Et quel que soit l'hôpital, et en particulier les hôpitaux qui ont vocation de traiter le cancer. Mais ça, c'est votre humilité qui parle, parce qu'il faut du courage. Non. Mais vraiment, non, moi, je crois. Mais attendez, il y a des tas de contextes comme ça qui peuvent paraître d'avant-garde. On a appelé la démocratie sanitaire, 2002. Didier Tabuteau, Bernard Kouchner. C'est-à-dire, on a permis aux patients de donner leur opinion. Oh, bonjour le scoop. Est-ce que ça a changé? Ça prend du temps, mais on y arrive quand même. Et on peut les écouter, finalement, ils ne sont pas si bêtes que ça. D'accord? Et donc, passer commande. Bien évidemment, quand on met un groupe de travail, on voit la notion d'art n'est pas claire. Très souvent, le groupe, il y en a qui sont présents ici, pensait plus à la décoration d'un lieu qu'à sa vocation artistique. Et il n'y a pas de honte à ça. Hein. Et donc, c'est l'arrivée d'une médiatrice,
Sylvia Hamar, que je salue ici, que je remercie aussi, qui a permis de mettre en contact avec un artiste qui allait comprendre. Et dans une des vidéos que vous pouvez voir sur le site de l'IPC notamment, on voit Michelangelo qui parle de son attitude face à la commande. Oui, il était très content qu'on lui commande quelque chose. Oui, voilà, quand tu es assis avec des bretelles. Voilà. Face à la commande. Mais la commande, ce n'est pas un ordre, c'est-à-dire on vous fait confiance. Voilà, voilà ce qu'on voudrait. Et voilà ce qui va se passer. Est-ce que ça a été très compliqué? Pas tellement quand même. Les religions, elles se battent. Elles continuent à se battre, mais gentiment. Ici, vous savez, juste au rez-de-chaussée, il y a une association qui s'appelle Marseille Espérance, qui a des hauts et des bas. Mais quand ça risque de chauffer, ils se parlent. Et en l'occurrence, chez nous, ça s'est passé comme ça. Sylvia Hamar, qui a eu la responsabilité aussi de mener la production jusqu'au bout, se souvient certainement, en tous les cas, elle en a témoigné, que les religions ne s'entendent pas bien, toujours. Hein. C'est pour ça que Marseille Espérance existe. Oui, mais, si c'était simple, il y aurait pas mais besoin. malgré Marseille Espérance, avant que les rabbins s'entendent pour savoir s'il fallait mettre un signe religieux, bonjour. Hein. Et avant que les chrétiens acceptent cette croix sur laquelle il y avait un Christ, après il ne plaisait pas aux calvinistes, etc., etc., ils n'étaient pas d'accord. Et au bout de... Non, les chrétiens. Les musulmans, finalement, c'était relativement cool parce qu'il n'y avait pas tellement de signes. Dès qu'on leur a permis de mettre des tapis et qu'on avait signé la direction de la Mecque, ça se passait. Chez les bouddhistes, ça a été terrible. Bon, ils ne sont pas nombreux ici, hein, mais ça a été terrible puisque on a été obligé d'arracher un signe du temple chez les bouddhistes. Comment ça s'appelle la fleur de lotus. La fleur de lotus, elle vient du temple de Saint-Marcel, si je me souviens. Voilà. Oui, parce qu'en gros, Ouais. Est-ce que vous voulez bien venir? Bien. Il fait partie de la famille. Simplement pour vous dire, c'est un des moments délicieux de cette histoire. En fait, nous, on pensait, et on en avait parlé longtemps avec Michelangelo, on va demander les signes aux religions. Effectivement, c'était logique, parce que ce que tu disais à l'époque, je m'en rappelle très bien, tu disais, moi, quand je dessine une forme, je dessine un contenu. Si je dessine un signe religieux, ça veut dire que je redessine une religion. Et ça, je ne veux pas le faire. Donc, on était sur ce principe-là. Et quand on a demandé, on est allé voir les communautés une par une pour demander les signes, nous, on arrivait avec dans notre tête, ils vont nous donner un bel objet liturgique. Et en fait, ils ne savaient pas quoi nous donner. Ils ne savaient pas. Et c'est dans du travail et du lien et des allers-retours et donnez-nous, on va vous donner, oui mais non, mais vous n'avez pas mieux, etc., qu'on a fini par avoir ce qui est là. Et ce que voulait raconter Dominique, c'est qu'en fait, les bouddhistes, ça a pris un temps, mais fou. Parce que pour eux, la question du temps, on les regardait, on disait, mais on inaugure dans une semaine. Et ils disaient, ben oui, mais la roue à 1000 rayons est en train d'être fabriquée. Et c'était hyper sincère, je veux dire, il n'y avait pas de faux fuyants là-dedans. Et puis un jour, ils ont compris qu'on allait inaugurer. Donc un matin, lundi matin, je me rappelle, on inaugurait le mercredi, genre voilà, un truc comme ça. Et le gars qui représentait la communauté est arrivé avec un sac et me disait, bah, on a scié un bout de la pagode de Saint-Marcel et on vous le donne pour le lieu. Et là, tu as beaucoup aimé cette histoire, tu t'en rappelles ? Oui, mais aussi les bouddhistes sont divisés beaucoup de différentes sections de vision. Hein. Oui, c'est difficile un peu pour eux de se trouver avec un signe. C'est pour ça que la fleur a été un peu le... Et la pagode, ça a été la solution. Donc qu'est-ce qui est compliqué? Ce qui est compliqué, c'est si on cherche un consensus. Mais on fait une bonne œuvre, on la fait globale, et puis après on laisse... agir, et puis ça marche tout seul. Il y a eu quelques ennuis avec les musulmans pendant le Covid, parce que les tapis pendant le Covid, ça... Ah oui, il y avait des règles encore plus contraignantes. C'était pas recommandé, etc. Mais bon, voilà, puis après ça passe. Donc je voudrais dire que cette expérience, on peut quand même l'exporter. Pas la même, en l'adaptant. Mais chacun peut le faire. Par rapport au fait, est-ce que c'est un lieu de prière? C'est écrit effectivement au-dessus de la porte, de recueillement et de prière.
Voilà. Mais ça s'appelle de plus en plus lieu de recueillement quand même. Bon. Mais c'est vrai que c'était écrit. Je crois que nous avons la chance d'avoir fait ça ici, dans un lieu un lieu de soins de la santé, pour la santé. Parce que ça, c'est une protection. L'art est quelque chose qui a une ouverture vers le monde. C'est pas que tout le monde ose s'opposer à l'art. Et pas tout le monde s'ose opposer aux soins d'un hôpital. Donc, c'est une alliance assez, objective, assez protégée dans ce lieu. Oui. Et si peut-être on faisait ça dans un lieu public à ce temps-là, tout marcherait ça pas. aurait été un massacre. C'était pas possible, impossible. Oui. C'est parce qu'il y a de l'art et parce qu'il y a de la santé. Michael, d'où le terme sacré. Oui. Parce que la rencontre avec une maladie possiblement mortelle, ce sont des moments qui sont relativement sacrés. Et l'art rapporte beaucoup. Bien sûr. On a bien vu depuis ce matin que le mot sacré, il est évidemment pas que dans les alvéoles. Il y a le sacré de la vie, le sacré de l'art. Petit à petit, notre protection s'ouvre et à trouver des protections aussi dehors de notre monde. Des hôpitaux et de l'art. Mais quand même, Michelangelo Pistoletto, je voulais vous demander, parce que on n'a pas l'habitude de voir une œuvre d'art d'un artiste mondialement reconnu, comme l'a dit Inge, recouvert d'une nappe de dentelle et servir d'autel. Comment est-ce que vous le vivez, ça ? Vous parlez ? Le mètre cube. Que des gens posent un vêtement, un livre dessus et qu'ils servent même d'hôtel. Comment est-ce que vous le vivez, ça ? C'est pas écrit ne pas toucher. Hein. Tout le monde peut toucher. Hein. Vous n'avez aucun problème avec cette manière dont les personnes qui fréquentent ce lieu se l'approprient ? Va endommager, oui, c'est pas bien fait. Mais si c'est un geste d'amour, pourquoi l'empêcher ? C'est un geste d'amour, ça, de mettre quelque chose. Merci. C'est cette appropriation du lieu qui est si important. Et ça, peut-être que l'autre, on a parlé du triangle, mais l'autre raison pour laquelle sûrement ce lieu vit tant qu'il vit, c'est le rôle des aumônières qui sont là depuis le début, qui ont accompagné la conception, mais ici qui sont là au quotidien. Ça, c'est quelque chose, comme j'ai omis de dire dans les photos de Franck qu'on a vues tout à l'heure, dérouler cette question de le lieu qui s'expérimente, cette expérience corporelle du lieu. On voit ça très bien dans ces photographies, tout comme on voit le rôle de l'aumônière qui présente à tout instant, qui circule non seulement dans le lieu, mais dans l'hôpital, qui accompagne, qui fait connaître le lieu, qui le fait vivre, qui, sûrement pour les choses faciles, mais les choses sûrement extrêmement difficiles à vivre. Donc c'est cet accompagnement et cette présence, à mon avis, qui est vraiment quotidienne, qui fait que le lieu peut être ce qu'il est. Effectivement, vous avez raison de le dire. On se l'est dit pendant la pause déjeuner. Quand on parle du succès de ce lieu, au moins en mesurant ce succès à sa fréquentation, on s'est dit qu'est-ce qui tient à l'aménagement, à l'art, quoi, vraiment la dimension artistique du lieu, et qu'est-ce qui tient aux personnes qui l'animent. Et donc c'est pas mesurable. C'est comme le nombre de bouddhistes, etc. C'est pas mesurable, mais oui, évidemment qu'on est tous conscients que dans ce petit miracle de ce lieu de recueillement à l'Institut Paoli Calmettes, il y a des choses qui tiennent à l'aménagement dont on a parlé et que vous nous avez vraiment bien aidé à décoder. Et puis, Michelangelo Pistoletto aussi, vous nous expliquez au fond votre langage. Donc ça, c'est vraiment passionnant et c'est précieux pour tous ceux qui pourront aller le voir, de comprendre au fond ce langage et qu'est-ce qui explique au fond cet aménagement. Mais on sait aussi que tout ce qu'on doit aux personnes qui l'animent, qui l'habitent et qui l'animent. Par exemple, en Amérique, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde.
un peu comme Marseille, non? C'est plein de gens de toutes les religions. Mais alors là, tu peux avoir n'importe quelle religion. Mais tu dois avoir une religion. Si quelqu'un te demande quelle est ta religion et tu te réponds je n'en ai pas, tout le monde méfie. C'est louche. Ce serait pas la même. Le lieu ne serait pas le même. Tu es libre d'avoir une religion, mais pas de ne pas avoir. Mais de ne pas en avoir. Mais, donc ce serait ils m'ont différent. demandé à moi parfois, et quelle est votre religion? Je suis artiste. Oh. Merci beaucoup. C'est compris comme une religion là. C'est une religion, effectivement. Merci infiniment. On fait peut-être 5 minutes de pause et on se retrouve juste après pour la dernière table ronde sur le thème espérer.